nous étions au Burundi avec le refus du gouvernement burundais d'agréer le nouveau parti d'Agathon Rwasa. Alors, Germain Soussou, c'est vous qui avez la parole, qui développiez donc le tremplin entre le chef de guerre et l'acteur politique qui est devenu Agathon Rwasa. Oui, il est donc devenu un acteur politique. Et après, donc, il y a cette fameuse loi qui est sortie du référendum. On dit si vous êtes de la société civile, vous ne pouvez pas faire des indépendants, vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez donc une dichotomie. Un homme qui était un homme politique, mais nous avons hérité la démocratie de l'Occident. Ou en Occident, mais il est permis aux indépendants de faire de la politique. Et on en a même des exemples qui sont légion. Même en Afrique ici, les gens n'ont même pas de formation politique, ils sont chefs d'État aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que cette raison dont vous avez évoqué, c'est une raison officieuse, c'est officiel, mais les raisons officieuses sont là. En fait, on ne veut pas que... Même si les raisons sont... Si les raisons sont à chercher ailleurs, ce qui est dit, si c'est vrai, ça veut dire que de toute façon, on ne peut pas autoriser le parti si la loi burundaise ne le permet pas. Oui, c'est ça. Je voulais chuter en disant que, pour le moment, on dit, le problème, c'est parce que le nom qu'il a pris ne sied pas. Le sigle, l'emblème, la devise donc sont semblables à ceux de notre parti qui existe. Qui était un parti rebelle, mais qui était déjà agréé, je crois, depuis 1991. Je crois. Et donc, dont Agathon Rwasa était membre, il a été évincé. Il n'est plus membre, donc il a été évincé. Alors donc, attendons de voir. On va voir la suite, si je n'ai pas raison. S'il change donc de sigle, il change tout ce qu'on lui reproche, on verra. Mais dans tous les cas, lui-même, il est du PIC. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est l'actuel président, Pierre Nkurunziza, dont il faut véritablement surveiller comme du lait sur le feu. Parce que nous ne savons pas, vous savez que le président Nkurunziza a accepté ne pas se présenter en 2020 sur la base d'un certain nombre de choses, surtout sur le fait qu'il a eu des pressions. Mais est-ce que Nkurunziza n'est pas en train de préparer son retour? Parce qu'on l'a vu habitué toujours à donner des paroles qu'il n'aura jamais respectées. D'ici 2020, on peut organiser un simulacre de militants qui estiment que c'est lui ou personne, à partir de cet instant, que vaut la parole de nos politiques. On verra d'ici là. Si d'ici là, notre thèse tenait, il faut écarter. D'ailleurs, le référendum le prédispose à cela. Le prédispose à cela. Donc, il faut écarter à tout prix d'un concurrent aussi important embarrassant. Et donc vous savez que quand il descend, il mobilise les masses et tout ça là. Mais le danger aussi, c'est un chef de guerre, vous venez de le dire. Un chef de guerre ne rend pas toutes les armes. Alors, mais c'est vrai qu'on le dit, se peut qu'il y ait des raisons cachées, mais là, l'argument du ministre tient la route quand même. Oui, non, mais moi je crois que du moment où il y a déjà cette ressemblance, cette similitude qui peut entraîner une confusion dans l'avenir, donc je crois que le ministère de l'Intérieur a en droit de lui suggérer de changer. Donc là... le courrier du ministre, vos suggestions de changement. Oui, ça, vos suggestions, parce que lui, il a l'opportunité, même qu'on lui a dit ce qu'on lui reproche et autres là. Donc s'il veut éprouver le gouvernement burundais, donc c'est qu'il faille maintenant faire des modifications, changer. Et lorsqu'il va changer, et il y aura toujours un refus avec d'autres motifs, donc on peut se prêter à des analyses d'esprit pour dire que c'est peut-être il y a des raisons officieuses et autres là. Mais le passé ou bien le personnage même, ça fait peur toujours à l'actuel président. Donc c'est sa bête noire. Donc tout sera mis en œuvre pour l'écarter. Et vous avez vu... Les deux sont chefs de guerre. Non, les deux sont chefs de guerre. Donc c'est qu'ils se connaissent et autres là. Comme l'a dit M. Soussou, mais ils n'ont pas donné toutes leurs armes. Donc ils ont toujours des armes cachées. Non, mais là je parle en termes d'image et autres là. Donc c'est pas tout là. Mais il faut dire que si ces deux hommes se connaissent comme d'anciens chefs de guerre, c'est qu'ils se mesurent vraiment et autres là. Donc il va falloir compter avec les forces dont ils se reconnaissent vraiment propriétaires et autres là. Donc moi, j'aurais souhaité que M. Rwasa fasse preuve d'humilité pour éprouver le système politique en place en accédant à ces demandes-là. Et après, donc, on saura juger. Oui, je voudrais dire qu'effectivement, avoir déjà le langage que le Rwasa tient à l'encontre du régime actuel, ça frise déjà chose
une épreuve de force, parce qu'il a eu à dire que je vais travailler d'arrache-pied pour faire partir le CNDD. Voilà. Donc, ça veut dire que au-delà de ce candidat qui vient pour aider son pays à sortir d'un certain nombre de marasmes politiques, on voit ce monsieur contestataire d'une personne ou bien d'un parti politique. Déjà, ça ouvre un conflit. Et à ce niveau, ajouté à tout ce qu'on connaît de lui, il devient embarrassant, ambigu et controversé. Et c'est sûr qu'on puisse mettre des dispositions pour l'écarter si il y a possibilité. Donc à lui maintenant de pouvoir se réaviser et puis voir s'il peut inventer d'autres modalités qui puissent lutter en sa faveur afin qu'il puisse avoir le récépissé et pouvoir participer aux élections et prouver qu'il a la popularité sur le terrain. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, suite à la sortie motivée du ministère de l'Intérieur, M. Roissa a déjà commis une bévue parce qu'il s'est déjà rebellé contre cette décision pour dire que lui, il va procéder de toutes les manières pour agir politiquement sur le terrain. Donc, c'est dire qu'il y a ce manque d'humilité et peut-être que le monsieur a un autre schéma. Et il ne voudrait pas, disons, obtempérer autre là. Mais le bon sens aurait voulu que M. Roissa puisse éprouver le gouvernement rwandais en faisant de légères modifications au niveau de la devise, du cycle et puis de l'emblème pour voir si on va lui donner ce précieux sésame qui va lui permettre de compétir et autres là. Non, vous savez, vous voulez rapidement pour dire que, vous savez, nous parlons du Rwanda. Ils se connaissent. Du Burundi, pardon, encore une fois, parce que les deux pays. Alors, Burundi, ils se connaissent. Alors, si le chef de guerre, Roissa, dit qu'il fera tous les moyens pour faire partir, c'est politiquement. C'est pas, quand il l'a dit, ce n'était pas pour des raisons militaires. Voilà, c'est politiquement. Parce que, si vous avez suivi le processus avec le président Nkurunziza, tout ce qu'il y a eu comme problème jusqu'à ce que la communauté soit obligée d'investir. C'est qu'il ne voulait pas partir. Et sachez que sa décision de partir, de quitter au pouvoir, a été motivée par également un dauphin qui s'est préparé. Et ce dauphin, Nkurunziza voudrait le voir à la présidence. Donc il ne voudrait pas voir un autre à la présidence de la République. Donc il faut écarter. Donc à partir du moment où un monsieur sait que tout est mis, parce que quelles sont les motivations du référendum? Qu'est-ce qui a amené le pays a changé à dire non, mais désormais les indépendants? Est-ce que vous savez que c'est une violation grave des droits de l'homme que de faire un référendum pour dire que les indépendants, ça veut dire que le paysan de chez eux, je ne sais pas, l'artisan qui ne peut pas être chef d'État. Est-ce que vous comprenez que c'est une injustice? Donc lorsqu'un chef d'État agit comme ça, il ne faut pas l'épauler en disant non, il ne veut pas obtempérer. Il ne s'agit pas d'obtempérer. Il s'agit de travailler. Le pays, c'est un bien à tous. Et un seul individu ne peut pas, lui, caricaturer le pays parce qu'il voudrait qu'à chaque fois et après lui que les choses soient. Donc, à partir de cet instant, c'est une défense normale que de se dire, bon, si vous ne voulez pas ouvrir les ventes pour que nous puissions tous compétir, nous avons tous les moyens pour vous amener à la raison. Donc justement, je voudrais, M. Sossou, interroger ces moyens-là que M. Roissa a aujourd'hui. Donc, si ce n'est questionner son passé de chef de guerre et autres là, quels sont les moyens politiques qu'il a aujourd'hui à sa disposition? Oui, c'est ce que nous disons. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont rentrés dans un processus de paix, nous avons laissé tomber les armes. Nous avions souscrit pour la démocratie. À partir de cet instant, il faut qu'il y ait équité et justice. Mais si vous voulez utiliser la démocratie contre moi, mais je me replie. C'est normal, c'est une attitude. Ouais, dans ce repli. Dans ce même contexte, l'argument qui a été avancé par le ministère de l'Intérieur du Burundi n'est pas un argument fallacieux. C'est pourquoi nous disons que nous sommes d'accord. Pas un argument fallacieux. Nous allons voir comment donc c'est là où il faudrait plutôt conseiller à M. Roissa de se conformer, de changer aussi légèrement. Donc si on passe cette étape-là, et il y a toujours ce durcissement de position, donc on peut prêter toutes les intentions à l'ancien chef de guerre. Mais à l'étape actuelle, c'est trop tôt de se lancer. Je ne voudrais pas que M. Roissa
se comporte comme la C14 qui n'a pas les moyens de sa politique. On ne va pas faire la comparaison. Il n'y a pas de chef de guerre dans la C14. On va aller en Guinée. Le second sujet, violence politique et l'escalade. Un policier a été tué en Guinée où l'opposition a annoncé un deuil de 5 jours après la mort mercredi de 2 manifestants portant, selon elle, à 100 le nombre de victimes de violences policières et militaires depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en 2010. Le policier est décédé à la mi-journée après avoir été copieusement bastonné par des jeunes de Wanidara, un fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry. Kofi Kanetom, on frise véritablement l'escalade en Guinée. Depuis un certain temps, je pense que la Guinée ne se retrouve plus dans sa noblesse politique parce que les escalades depuis mars ont commencé après les élections locales en février. Et sincèrement, ça laisse des inquiétudes parce que ça demande à ce que nous interrogeons un peu sur le devenir politique même de l'Afrique depuis un certain temps. À partir du moment où je commençais même pas à regarder la conférence de la Baule où il y a ce problème de démocratisation qui est arrivé en Afrique. Et quand je faisais un peu l'état des lieux, je n'ai plus trouvé un pays stable depuis ces 90 en Afrique. Et le bilan également, c'est que ceux des chefs politiques qui, à l'époque, tenaient un peu tête à la métropole ont été totalement décimés. Le dernier en date, c'est Kadhafi. Et aujourd'hui, c'est une autre façon, après l'évangélisation, qui a créé des dissensions entre les populations. C'est le mot démocratie qu'on a trouvé aujourd'hui, qui oppose des peuples et crée des craintes et déstabilise l'Afrique. Je me dis aujourd'hui que est-ce que ce n'est pas une nouvelle trouvaille pour pouvoir tirer vers le bas tous les peuples africains, parce que même les plus grands pays africains qui nous avons toujours trouvé s'illustrer dans une parfaite élève en démocratie, quand vous regardez, il y a toujours de ces petits problèmes qui renaissent et qui aurait cru qu'avec le professeur Alpha Condé qui est venu en Guinée après les turbulences, après la mort de Sékou Touré, qu'on devait encore arriver, à ce stade. Vraiment, je me demande aujourd'hui qu'est-ce que l'Afrique a à vendre pour le reste du monde en matière de démocratie, en matière de gouvernance, en matière de paix. Et quand vous voyez tout cela, c'est plusieurs... en fait, c'est la population qui en a pâti. Et à chaque fois que ces dispositions arrivent, c'est toujours mêlé à d'autres soulèvements comme les grèves, tout ça. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle trouvaille. Les écoles se passent plutôt dans les coins de rue. Et avec, c'est déplorable comme situation. Mais malheureusement, on n'a pas toutes les manettes pour pouvoir continuer tout ça. Alors, Credo, à qui on donne le tort en Guinée? C'est l'opposition qui ne sait pas manifester pacifiquement ou les forces de sécurité qui ne savent pas encadrer professionnellement? Non, mais il faut dire que les torts sont partagés. L'opposition a sa responsabilité. Le parti au pouvoir aussi a l'obligation d'encadrer de façon professionnelle les manifestations. Ce qui s'est passé et qui a causé la mort du policier, donc c'est à déplorer. Mais il y a eu aussi des décès. Il y a eu 2 morts. Oui, 2 morts dans des manifestants. Donc je crois que c'est une situation qu'on doit condamner et on doit beaucoup plus plaindre la Guinée-Conakry aujourd'hui. Parce que si nous considérons que nous avons à la tête de la Guinée-Conakry un ancien opposant démocrate le plus absolu qu'on nous a présenté en griffe, mais qui n'a pas lui-même su assimiler l'évangile selon la démocratie, et puis il ne l'a pas fait dans son pays. Donc il faut s'interroger, il faut craindre un peu pour la Guinée-Conakry aujourd'hui. Et c'est vrai, donc il a d'autres qualités de facilitateur, de médiateur, mais moi j'aurais souhaité qu'il utilise
eu toute cette qualité-là à résorber les problèmes à l'interne et autres là. La responsabilité de l'opposition, je crois que guinéenne, donc je crois que c'est la même chose. Quand nous parlons des oppositions africaines et autres là, ce sont des oppositions qui n'arrivent pas à s'assumer. Et ce sont des oppositions qui profitent toujours lorsqu'il y a l'écoulement de sang. Donc ça fait leur affaire, ça fait leur business et autres là. Donc je crois qu'il faudrait que nos oppositions africaines, et dans le cas d'espèce l'opposition guinéenne, soient beaucoup plus responsables. Et lorsqu'on dit qu'on ne doit pas poser certains actes pour la quiétude, pour l'état paisible du pays, donc il faudrait qu'ils puissent changer de stratégie pour éviter ces pertes inutiles en vies humaines. Alors, changer de stratégie, Germain Sossou, comment vous comprenez cela? Il faut que la police guinéenne ou l'armée guinéenne en général soit beaucoup plus professionnelle, c'est ça? Non, vous savez, je suis bien content quand notre frère a replanté un peu le décorant en parlant des années 90. Vous savez, après plus de 28 ans, il faut un peu restreindre. C'est-à-dire le 90, enfin, le discours de la bourse, ça a été le début du chaos, hein, c'est ça? Bon, enfin. Mais on a promis l'Eldorado au pays, mais là où on est là, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez en même, il faut se dire qu'il y a les pays francophones. Il y a les pays anglophones. Donc les deux situations ne sont pas... La bourse, ça a plus rassemblé les pays francophones. Oui, alors donc après 28 ans, même ça a profité, parce que même la France n'a pas lâché aussi les pays anglophones. Mais il y a un net avancement, oui. Oui, avancement dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Donc, il y a trois situations après 28 ans en Afrique qu'il faut considérer si nous voulons évoluer. Il y a la situation des armées en Afrique. Après 28 ans, il y a la situation des armées qu'il faudra donc revoir. La deuxième situation, c'est la justice. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est la justice. Et la troisième, la toute dernière, c'est le peuple lui-même qui, pendant plus de les peuples africains dans les pays, qui, vous m'excusez, pendant plus de 28 ans, jusqu'à présent, n'appréhendent pas le fait politique. Ça fait que le peuple est resté dans l'obscurité jusqu'à présent. Donc, les chefs d'État qui, après avoir passé par l'opposition, arrivent au pouvoir, quand ils arrivent, ils se rendent compte de cette situation. Ils se rendent compte que le peuple, en fait, ne comprend absolument rien. Maintenant, on se sert de l'armée, parce que le jour où les armées africaines vont devenir véritablement républicaines, qui ne vont pas recevoir n'importe quel ordre, même si les chefs d'État sont chefs suprêmes des armées, n'importe quelles choses vont changer. Le jour où la justice ne sera pas instrumentalisée par les chefs d'État, les choses vont évoluer. Le jour où le peuple va comprendre que le leader qu'il a devant lui, c'est grâce à lui que le leader est là, les choses vont évoluer en Afrique. Ça fait que, oui, voilà, ça fait que, aujourd'hui, la question que vous posez, pour revenir à la question de l'armée, pourquoi à chaque élection, dans presque tous les pays francophones. Et c'est pour cela qu'une fois j'ai dit sur votre plateau, si la France, vous m'excusez, si la France se sent heureuse de voir dans les pays francophones, quelle substance la France tire de voir le désordre, aussi bien en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo chez nous, au Mali, bon, le Sénégal c'est plus ou moins tout ça. Est-ce qu'il y a une question de bonheur dedans? Non, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Oui, nous avons parlé de la boule tout de suite. La boule, c'est en 89, où la France a souhaité que les pays africains aillent en démocratie. La démocratie, nous la tirons de la France. Vous allez en France, pourquoi, par exemple, le chef de l'État français et le gouvernement français se tait, par exemple, devant cette situation dont nous venons de parler du Rwanda, du Burundi, où on dit que les indépendants ne peuvent pas faire de la politique. C'est anormal. C'est eux qui nous ont dit, mais démocratisez-vous. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur un certain nombre de choses. C'est pour cela que moi je suis étonné. Et donc, pour résoudre ce problème-là aujourd'hui, il ne faut pas prendre les pays africains de façon individuelle. Et donc, l'intérêt, quel est l'intérêt de ceux-là qui ont voulu que nous soyons en démocratie? Quel est leur intérêt? Pourquoi ils ferment les yeux sur ce désordre? Monsieur Sossou. Donc, nous pouvons être nous-mêmes, voilà. Non, c'est pour dire, en fait, la démocratie, c'est vrai, c'est à partir du sommet de la boule qu'on a mis, disons, des électrons dans nos têtes de nos dirigeants. Donc, on leur a parlé, on a inventé cet évangile de démocratie, mais il ne faudrait pas qu'on tienne pour responsable absolu la France. Si nous avons pris, nous avons jugé bon que l'expérience de la démocratie peut être bénéfique
pour nos systèmes politiques, mais qu'est-ce que nous en faisons de cette démocratie-là? Donc on ne peut pas éternellement demander une certaine intervention de la France dans la résolution de nos problèmes autres-là. Donc ce que je voudrais dire, pour nuancer un peu les propos de M. Sossou, c'est qu'il faut qu'on arrête de culpabiliser une puissance étrangère, mais qu'on s'interroge soi-même, nous, en tant qu'Africains, quelle compréhension nous avons de la démocratie? Est-ce que la démocratie à l'occidental, est-ce que nous pouvons dupliquer cela aisément dans nos réalités africaines? Mais si on se pose cette question-là, donc c'est dire que le non serait absolu parce que nous ne vivons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes types d'institutions et puis les hommes qui les incarnent et autres là. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas arrimer cela à nos réalités autres là? Donc ça, c'est la grande question. Et vous aurez remarqué aussi... Beaucoup disent qu'au début, les intellectuels ont raté le coche. Quand le concept est venu, ils auraient dû contextualiser ce concept-là. Oui, du moment où les leaders, qui étaient la plupart des intellectuels, n'ont pas cette considération pour la masse. Et ils ont tout fait pour que la masse soit au maxi inculte de la chose démocratique et autres. Là, voilà les résultats. Si nous prenons l'exemple, le cas dont nous parlons, Monsieur Condé, qu'est-ce qu'il a fait pour cette population? Ou bien c'est un militant de base. C'est lorsqu'il est arrivé au pouvoir qu'il a vu que les choses sont autres et autres là. Mais il les a déjà laissés dans la boue. Donc ce n'est pas à lui de leur ouvrir maintenant les yeux pour que ces gens-là puissent se rebeller contre lui. Et autres là. Et les mêmes cas, nous voyons cela dans nos oppositions africaines et au Togo. Les leaders ne veulent pas faire dans l'éducation citoyenne. Non, en fait, moi j'ai constaté après cet appel de la boule qu'il y a eu plutôt l'érection d'une nouvelle classe contestataire ou d'agitateurs qui se sont dit, pendant longtemps, nous n'avons jamais été associés à la chose. Maintenant qu'on nous donne l'opportunité, il faudrait que nous nous imposons en tant que charismatiques, etc. Et M. Sossou vient de soulever quelque chose qui, ma foi, m'a fait tiquer un tout petit peu, c'est que nous avons souvent constaté que c'est les chefs d'État que nous qualifions de dictateurs qui s'appuient sur les armées pour pouvoir réprimer. Et si jamais des gens issus de l'opposition viennent prendre le pouvoir et commencent également à utiliser les mêmes moyens, je me demande qu'a-t-il à choisir entre celui-là qui était là en tant que dictateur et celui-là qui vient en tant qu'opposant. Là, ça crée problème. Ça crée problème aujourd'hui. Ça crée tellement de problèmes que l'armée ne peut que se frotter les mains, parce que si l'armée a été contestée, comme aujourd'hui le cas au Togo, où on est en train de diaboliser notre armée par rapport à ce sujet, cette armée devrait être maintenant le seigneur pour pouvoir décanter une situation d'un Dieu souhaité contre le même peuple. Alors le peuple est foutu. Et en tant que agent de la société civile, je suis en train de dire que sincèrement c'est la société qui est opprimée à outrance et que nous n'avons pas progressé. Nous ne faisons que aller au plus profond, parce que le cas de Alpha Condé aujourd'hui prouve à satiété que sincèrement ce que nous attendions, ou ce que nous attendons en appelant à la démocratie, n'arrivera jamais. Je voulais avec votre émission dire que je suis parfaitement d'accord. Même au Togo, nous avons ce problème-là. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Vous avez des militants qui suivent sans comprendre. Ce n'est pas une insulte. Il faut travailler demain pour aller. Alors, la remarque que je fais, vous savez, c'est une remarque pédagogique. Lorsque vous souhaitez, vous faites le constat, vous dites, peuple africain, nous êtes arrivés à un stade, il faut vous démocratiser, ça va vous amener le développement. Vous faites le suivi. Vous comprenez? C'est comme vous êtes un enseignant, vous demandez aux gens, faites ceci, vous ne les lâchez pas. C'est ce que je reproche à la France. La France savait bien que quand nous demandons de faire de la démocratie, ce n'est pas une honte de dire, mais en fait, c'est une bonne chose, mais nous n'étions pas prêts. Parce qu'après 28 ans, il faut se le dire aujourd'hui, nous avons des intellectuels dans les universités, des agrégés, tout ça là, mais nous sommes dans une léthargie. Est-ce que nous étions prêts? Aujourd'hui, le questionnement est là. Maintenant, pourquoi après 28 ans? Mais Chirac l'avait dit déjà, déjà le devoir. Pourquoi avec 28 ans, nous avons... L'Afrique n'est pas mieux. Oui, pourquoi au moins les peuples à la base ne comprennent pas le fait politique? Est-ce que ça, c'est une affaire de la France? Non, je suis d'accord. C'est une affaire des intellectuels qui se sont mis devant. Ouais, quel travail ils ont fait? Je nous accuse. Oui, je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, et j'ai parlé de la France, moi je ne suis pas là, j'attends l'Occident. J'estime que l'Afrique et le Togo, c'est pas nous-mêmes. Mais je dis que la question de la démocratie était tellement sensible. Eux, par expérience, savaient que c'était un chemin.
il fallait accompagner. Il ne peut pas regarder en disant on ne s'ingère pas. Mais quand il s'agit de venir extraire le sous-sol africain, quand il s'agit de venir... le désordre arrange qui? Le désordre en Afrique arrange qui? Voilà pourquoi... C'est ça. Si le désordre arrange, pourquoi pouvoir prêcher pour l'ordre? Tout ce que nous relevons comme impuissance, comme désordre, mais ça n'arrange que l'Occident. Oui. Et la France, même l'Occident, mais moi je ne voudrais pas parler de la France exclusivement. L'Occident, en nous imposant la démocratie, c'était pour nous dérouter, pour nous divertir. Regardons aujourd'hui les pays qui sont stables, dans le monde, c'est par exemple sur les pays asiatiques, qui ont refusé de s'inscrire dans cette logique. Et il y a la Russie qui avait commis cette bêtise de pouvoir laisser l'URSS, de laisser ces pays se désagréger. Maintenant, la Russie dit non. Et il y a un semblant d'ordre là-bas. Allez en Corée, allez en Chine. Vous verrez qu'il y a nous qui avons dit, nous laissons nos pratiques d'hier et nous voulons nous accoutumer aux nouvelles dispositions lancées à la boule. Voilà ce que nous sommes. Oui, c'est pourquoi je voulais juste chuter avec votre émission. Quand vous prenez le cas du Togo, après 28 ans, quels sont les partis politiques qui ont formé les militants? Le parti au pouvoir lui-même ne l'a pas fait. C'est moi qui vous pose la question. Ne l'ont pas fait. C'est moi qui vous pose la question parce que ça va se citer. Mais moi je crois qu'aujourd'hui les temps sont partagés. Il faut avoir le courage de le dire. Je crois que nous allons revenir sur cet aspect dans les deux dossiers togolais. Mais il faut dire que nos opposants, nos leaders politiques, surtout ceux qui sont dans l'opposition et qui accèdent au pouvoir, sont toujours défaillants parce qu'une fois au pouvoir, donc ils voient c'est une grande fragilité. C'est une grande fragilité. Et là, qui sont ceux qui les ont aidés à accéder au pouvoir? Ce sont les mêmes puissances occidentales, mais avec des garanties d'inaction sur des points assez clés. Donc là, c'est le peuple qui est perdant. Et lorsque ces personnes ne s'investissent pas dans la formation citoyenne et militante, le truc là, donc message, je crois que c'est vraiment avancé. Et malheureusement, c'est le cas. Et puis nous n'avons pas des leaders qui sont assez sérieux, assez responsables, conséquents. S'il te plaît, Credo. Pour faire dans la chose. Mais moi, j'aurais souhaité que M. Sossou, qui comprend tellement la pratique, la technique, puisse on va marquer la pause, sa mentalité. On va revenir après sur le